Il y a des oppositions, des abstentions. Audrey, c'est la séance du budget ce soir. Alors, je ne trompe pas de budget. Voilà, donc, est-ce que les décisions appellent de votre part des observations? Non, pas d'observation. Je salue Bruno Huet, voilà, qui est le journaliste de la Dépêche, qui nous fait donc le plaisir d'être parmi nous ce soir. C'est rare, Bruno, d'avoir un journaliste présent. Donc, bienvenue. Avant de commencer, Philippe, tu nous fais juste un point sur le budget de la communauté de communes. Et je salue les internautes qui sont aussi présents donc, et qui suivent avec attention notre conseil municipal. Merci, monsieur le maire. Chers collègues, bonsoir. Oui, nous avons eu le plaisir, il y a quelques jours, la semaine dernière, de voter à l'unanimité le budget de la communauté de communes, qui est marqué par la continuité de nos actions et de notre gestion, marqué par deux choses en termes de recettes. D'une part, on le verra comme ici aujourd'hui, ce soir, des dotations et des compensations des taxes professionnelles significatives, puisqu'on parle de plus de millions d'euros de baisse, mais que nous abordons avec sérénité, puisque notre structure financière est très, très robuste, puisque nous avons, vous savez, on mesure entre autres la capacité à désendetter une collectivité. Je crois que l'alerte, c'est à partir de 10 ans. On en est à un peu moins d'une semaine à la communauté de communes pour désendetter, c'est-à-dire le faible niveau de dette que nous avons. L'autofinancement assez important qui nous permet de porter sur 2025 un programme d'investissement de l'ordre de 7 millions d'euros, avec notamment comme gros investissement l'école de musique intercommunale qui devrait, dont les travaux devraient commencer autour du mois d'octobre au Vallon du Griffoul. Et puis dans l'aménagement notamment à Castelnaudary de l'espace dédié aux adolescents. Nous avons récupéré la jouissance une fois que nous avons fait la convention avec la ville. Voilà. Et puis, dans ce cadre budgétaire, nous avons aussi voté le taux de taxes des enlèvements des ordures ménagères. Et ce taux, pour la 4e année consécutive, va baisser à Castelnaudary, puisque grâce aux efforts que nous avons réalisés avec l'ensemble du bureau de l'équipe du SMICTOM, et notamment de l'amélioration du geste de tri et du changement de mode de collecte, nous avons pu faire baisser pour la 4e année consécutive le taux de TOM et le coût net de TOM par habitant. On est, je crois, une exception en France de pouvoir avoir des taux de TOM qui baissent de façon continue depuis 4 ans sur notre territoire. C'est une belle fierté, comme l'est effectivement la gestion de notre interco, marqué comme sur le budget de la ville par une dynamique de nos recettes liée aussi donc aux fruits du travail que nous menons sur l'attractivité du territoire et notamment avec l'arrivée de nouvelles entreprises qui nous permettent donc d'arriver avec de nouveaux emplois et de nouvelles recettes fiscales. Nous étions l'autre jour au lycée agricole sur l'université populaire du Lauragais et donc sur un sujet autour de l'emploi. Et la directrice de France Travail a expliqué à l'auditoire que nous avions eu sur l'année passée plus de 2500 offres d'emploi publiées sur le territoire, 2500 créations d'emplois sur une commune de 13 000 habitants, un bassin de vie de 28 000, qui a déjà 10 000 habitants sur son territoire. C'est des chiffres importants qui marquent la dynamique de notre territoire et qui se traduit aussi par une dynamique des rentrées fiscales qui permet à la communauté de communes, on le verra tout à l'heure, de ne pas toucher aux attributions de compensation malgré une évolution donc de l'ensemble des services portés par la communauté de communes ou des coûts portés par l'interco pour le compte des communes, comme notamment la contribution au SDIS qui est passée de 800 000 euros il y a quelque temps à un peu plus de 900 000 euros. Donc c'est la communauté de communes qui assure la montée en puissance de ces services et des financements des services extérieurs sans toucher à ce qu'elle reverse aux communes concernées et aux 5 200 000 euros qu'elle apporte au budget de la ville. Donc voilà, très rapidement dit, monsieur le maire, chers collègues, le point sur le budget que nous avons voté la semaine dernière lors du conseil communautaire. Très bien, Philippe. Donc ça méritait quand même d'être souligné, même si la plupart d'entre vous connaissez en fait le budget de la communauté de communes, puisque vous êtes présents. Donc une communauté de communes en très bonne santé financière, donc très solide au niveau de sa gestion. On va passer aux délibérations du Conseil. Donc aujourd'hui, 16 délibérations, mais je vous propose d'en rajouter une 17e, donc qui est une installation
de munitions au niveau du 4e régiment étranger. Donc, il faut la rajouter, comme ça on ne leur fera pas perdre le temps au niveau de leur démarche administrative. On l'a reçu donc avant-hier, cette demande présentée par le 4e RE au niveau de la préfecture. Et comme il faut délibérer, on ne va pas réunir le conseil uniquement pour ça. Donc je vous propose de rajouter cette délibération. Pas d'opposition, d'abstention, donc c'est approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc, premier point, et c'est le point le plus important, bien sûr, donc, de la soirée, c'est le vote du budget de la commune pour 2025. Alors, on a largement écorné le sujet, Philippe, puisqu'on a fait le débat d'orientation budgétaire. Voilà, donc, on s'est étendu longuement et sur le bilan de l'année 2024, un bon bilan, et dans les perspectives 2025 qui sont aussi donc très intéressantes. Voilà, Philippe, je te donne la parole. Merci. Effectivement, nous avons évoqué lors du rapport d'orientation budgétaire de façon assez précise l'ensemble des éléments, à la fois le bilan de l'année écoulée et puis ce qui guide notre construction budgétaire pour 2025. Alors ça passe après, dans l'ordre de délibération, mais bien entendu que la première option que nous avons choisie, c'est une nouvelle fois de maintenir les taux inchangés. Et donc forcément, nous avons construit donc, le budget avec le maintien de ces taux inchangés. Alors donc ce soir, ce sera un peu plus de chiffres et un peu moins de littérature que lors du rapport d'orientation budgétaire, mais c'est la traduction en chiffres des orientations que nous avons vues ensemble il y a quelques semaines. Alors, on va commencer par les dépenses de fonctionnement. Alors, chose à remarquer, j'attire votre attention sur la première ligne, ce qu'on appelle vulgairement le 0,1, c'est-à-dire les charges à caractère général, pour souligner le fait que dans notre ville, les charges à caractère général baissent de 2,5%, c'est-à-dire quasiment 110 000 € de moins. Alors cette baisse des charges à caractère général, c'est en grande partie lié aux efforts que nous faisons d'investissement. On le reverra après dans le budget 2025 sur les travaux visant à réaliser des économies d'énergie. Et ça nous permet donc d'avoir aujourd'hui une baisse de ce qu'on appelle le 0,11, c'est-à-dire les charges à caractère général, à hauteur de quasiment 110 000 €. Autre poste important, on l'avait vu lors du rapport d'orientation budgétaire, dans nos dépenses, c'est bien sûr les charges de personnel. Ces charges de personnel qui s'élèvent à 9 370 000 €, nous les prévoyons en augmentation de 2,26%. Notez que l'augmentation de 2,26%, on va dire que c'est une augmentation très contenue de nos dépenses de personnel. 2-3 explications à ce sujet. Je vous rappelle que donc, le législateur a décidé, dans le cadre du budget, du projet de loi des finances 2025, de demander aux collectivités d'abonder de 3 points de plus la caisse nationale de retraite de la fonction publique territoriale. Traduction, c'est une dépense supplémentaire de 150 000 € dans le budget de notre commune. Donc pour vous dire que donc on est sur une augmentation de 207 000 €, en ayant absorbé les 150 000 € d'augmentation supplémentaire liée donc à ce que nous impose l'État. Et donc dans l'évolution de la masse salariale en positif, c'est-à-dire en progression, il y a donc les décisions que nous avons prises ensemble pour renforcer la ville dans les secteurs qui nous semblent importants. D'une part, l'entretien de la ville avec l'embauche de personnel supplémentaire au service technique pour les espaces verts, mais aussi pour les bâtiments publics et la voirie. Et puis, donc, pour la sûreté, puisque nous avons pris la décision ensemble de monter en gamme et de monter en puissance au niveau de la police municipale. Et c'est donc un poste de plus par an que nous, à ce rythme-là, que nous renforçons nos effectifs. Voilà ce qui explique l'évolution du 0,12 qui est malgré tout, vous le voyez, particulièrement bien contenu. Pour le reste, on va aller plus vite. Et charges de gestion, donc un léger repli aussi. Les charges financières aussi, mais c'est lié à la baisse de niveau d'emprunt. L'attribution de produits, 27 000 €. Et les charges spécifiques, bon ça c'est plus des provisions pour faire face à des dépenses possibles. On voit après donc ça veut dire des dépenses, des opérations réelles. On propose un budget à 15 318 000 € de dépenses. On rajoute à ça les 971 000 € d'amortissement et le virement pour 5,9 millions €. Et on se retrouve donc avec des dépenses de fonctionnement pour 22 220 000 €, c'est-à-dire un repli de 312 000 € par rapport à l'inscription budgétaire 2024. Sur les recettes, il y a à dire aussi,
dont je passe rapidement sur la réduction des charges. Bon, vous savez, c'est le remboursement des absences de personnel. Il n'y a pas grand-chose à dire. Produits de service, comme on est sur une préparation budgétaire, on table sur donc une stabilité par rapport aux produits de service encaissés l'année précédente. Les deux lignes qui sont intéressantes, c'est le 73 impôts et taxes d'un côté, et puis les allocations et bâtiments industriels de l'autre, puisque vous voyez, pour commencer par le désagréable, que nous avons une baisse très significative de l'ordre de 854 000 euros de l'allocation des bâtiments industriels. Donc c'est un peu le même dispositif qui est arrivé à la Comcom il y a quelques semaines. Voilà, on nous a dit assez tardivement que donc, les recettes qui nous étaient attribuées pour 2025 seraient en baisse très significative, puisqu'on a une baisse, je vous le voyez, de quasiment 855 000 euros. Donc c'est l'allocation des bâtiments industriels, donc c'est des décisions extérieures à notre territoire qui impactent nos recettes. Fort heureusement, cette baisse-là est amoindrie par la dynamique de nos impôts et taxes. Vous le voyez, on a 320 000 euros d'évolution, de dynamique de nos recettes fiscales, dont une faible partie, on va dire un tiers, est liée à la revalorisation des bases. Vous savez que le législateur, chaque année, vote un taux de revalorisation des bases. Cette année, le taux était de 1,7%, c'est-à-dire à peu près l'inflation. Et donc, ça aurait fait à peu près 100 000 euros. Et si on a aujourd'hui 320 000 euros de recettes en plus, c'est le résultat de la dynamique de notre territoire, c'est-à-dire de son attractivité. C'est le fait de travailler avec la communauté de communes sur l'arrivée d'entreprises nouvelles et qui permet d'avoir des contribuables industriels nouveaux. Et puis, donc, le fait d'avoir aussi des habitants en plus qui contribuent au foncier bâti en tant que particulier. Ça nous permet d'avoir une dynamique de nos recettes positives, malgré le fait que depuis 1996 maintenant, nous n'avons plus touché au taux de fiscalité. Voilà, donc ces 320 000 euros liés à la dynamique du territoire atténuent une partie de la baisse des allocations liées donc, aux compensations des bâtiments industriels, ce qui nous fait que nous avons donc des recettes de fonctionnement en léger repli de 555 000 euros. Et si donc, on rajoute à ça l'excédent, le repli total des recettes de fonctionnement que nous avons prévues pour boucler le budget est de 312 887 euros. Et donc nous proposons une inscription budgétaire de 22 220 000 pour les recettes. Alors, je ne vais pas passer trop de temps, alors ça y est, je vais passer trop vite maintenant. Où est-ce que je suis là ? Voilà. Et ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, c'est qu'on est parti sur... on va retrouver là la traduction en chiffres de ce qu'on a évoqué lors du rapport d'orientation budgétaire. D'abord, la ligne du haut, c'est que les taux ne bougent pas. Vous savez que donc on n'a plus bougé les taux depuis 1996, on avait même légèrement baissé les taux en 2021. Puis donc est venu s'agréger le taux départemental et communal donc au foncier bâti, ce qui nous fait un affichage de 62,91%. Et puis, je le disais lors du rapport d'orientation budgétaire, il y a donc un coefficient correcteur. Vous le voyez dans la troisième ligne, cette ligne-là. Voilà. Donc, nous aurions donc en principe donc 12 260 000 euros de prélèvement sur la ville, mais il y a un coefficient correcteur de 3 478 000 euros qui font qu'il y a 3 470 000 euros prélevés sur les contribuables choriens qui vont alimenter en fait une caisse nationale, une péréquation au niveau national, ce qui fait qu'en réalité, nous ne touchons plus que 8 780 000, c'est-à-dire à peu près un taux de 40%. Donc un affichage, on est à 62,91. En réalité, on est autour de 40%, 22% partent dans une péréquation nationale. Voilà. Donc vous voyez ici, on retrouve donc les baisses que j'évoquais tout à l'heure. Et donc on retrouve tout à fait en bas donc l'évolution de la fiscalité qui est donc en repli de 487 000 euros sur 2025 par rapport à 2024. Ici, donc on voit dans ces deux tableaux l'autre partie de nos recettes, une partie liée à l'attribution de compensation. Alors le premier tableau, c'est l'attribution versée par la communauté de communes, deux parties. Une première, donc c'est l'attribution de compensation, c'est-à-dire la part que reverse la communauté de communes à chacune des communes
donc des rentrées fiscales qui sont les siennes, donc qui ont été figées lors de la fusion des communautés de communes. Et donc on ne touche cette attribution de compensation que lorsqu'on transfère une compétence. Et donc là, actuellement, on calcule le coût de la compétence sur les années précédentes et on corrige l'attribution de compensation en baissant l'équivalent du coût net transféré. Ici, donc, vous voyez que ça ne bouge pas, malgré le fait, encore une fois, que d'une année sur l'autre, pour ne parler par exemple que du SDIS, voilà, les évolutions du coût du service départemental d'incendie et de secours est une évolution significative qui est absorbée par le budget intercommunal de la même façon que le coût de la crèche aujourd'hui est supérieur au coût qui était constaté au moment où nous avions transféré. Pour autant, c'est la communauté de communes qui prend ce différentiel dans l'évolution du service. Et puis, autre élément, c'est le fonds de péréquation intercommunale, le FPIC, voilà, qui est une enveloppe nationale. Et donc, pour le moment, nous sommes sur un estimatif, nous n'avons pas encore la visibilité sur cette enveloppe-là, et donc qui est perçue par l'Interco et reversée une partie à la communauté de communes, une partie aux communes membres. Et donc, on table là aussi sur un maintien de ces montants versés par la communauté de communes à la ville de Castelnaudary. Pour ce qui est des dotations de l'État, vous le voyez en bas à droite, elles sont en baisse de 45 000 euros. Donc on est passé à 2 576 000 euros, 1 531 000. Donc une baisse de quasiment 3% des dotations de l'État entre 2024 et 2025. On passe à l'investissement. Sur l'investissement, nous sommes là sur une année de fort niveau d'investissement. Donc vous voyez les tableaux comparatifs entre 2024 et 2025. Nous sommes cette année sur une augmentation du montant de l'investissement prévu de un peu plus de 8%. Je l'ai évoqué la dernière fois du rapport d'orientation budgétaire. Donc on a des projets importants qui arrivent. Et puis la commande publique est l'un des moteurs de l'économie locale. Donc nous sommes sur un montant de 8 600 000 euros. On verra après les principaux éléments de ces investissements. Ont disparu par rapport à 2024 les travaux réalisés pour le compte de la communauté de communes, puisque l'an dernier nous avions eu un chantier commun, notamment sur la fin de traversée de la ville, où la ville avait porté les travaux pour le compte de la communauté de communes pour tout ce qui est eau et assainissement, puisque c'est la compétence de l'Interco, mais avait été remboursée. Donc aujourd'hui, les travaux qui se font, notamment sur le plan public, sont portés par la communauté de communes, puisqu'il n'y a pas de chantier commun ensemble. Et puis vous voyez l'amortissement de la dette, qui était de 950 000 euros l'an dernier, et qui sera donc de 844 000 euros cette année. Donc on suit avec cet amortissement de la dette l'évolution du désendettement de la ville perçu en 2024 par rapport à l'année 2023. Donc on est sur des opérations réelles à hauteur de 9 498 000 euros, auxquels on rajoute 3 111 000 euros de report de l'année précédente, et on est donc sur des dépenses et d'investissement à hauteur de 12 609 000 euros. Pour ce qui est des recettes, donc nous prévoyons 870 000 euros de subventions qui vont nous permettre de financer nos dépenses et d'investissement, des dotations pour 926 000 euros, recours à l'emprunt pour 800 000 euros, voilà, et puis ensuite donc, des affectations pour 3 100 000, l'amortissement 971 000 et le virement des sessions de fonctionnement pour 5 930 000. Voilà, ce qu'il faut retenir de ces chiffres qui sont importants, c'est que donc pour financer, vous le voyez, 8 632 000 euros d'investissement, si on mène à bout ce programme ambitieux d'investissement, mais on aura un recours à l'emprunt, je dirais seulement, de 800 000 euros, ce qui veut dire qu'on va avoir un niveau de la dette qui va continuer à décroître. Cette année, donc on va rembourser quelque chose comme 840 000 euros d'emprunt. Donc on rembourse 840 000 euros d'emprunt, on emprunte 800 000 euros, donc on continue à s'en désendetter. Donc on verra lors du compte administratif 2025 qu'on va continuer donc à améliorer les ratios et faire baisser le niveau de dette malgré un programme d'investissement important et ambitieux pour l'année 2025. Voilà, ce programme d'investissement, je ne vais pas vous lister l'ensemble des lignes, vous les voyez là. On va lister les principales.
Vous dire donc, encore une fois, c'est bien sûr les plus jeunes qui vont bénéficier des plus grosses parts d'investissement, puisque au-delà de l'ensemble des travaux réalisés dans l'ensemble des écoles de la ville, il y a la piste d'athlétisme, le site de Coubertin, qui accueille toute la journée des élèves des écoles maternelles, primaires et des collèges de la ville, et qui va faire l'objet de travaux importants, puisque nous allons refaire entièrement la piste et le terrain qui est dessus, qui en a bien besoin, ce projet qu'on a construit bien sûr avec les enseignants et les profs de sport et le club d'athlétisme bien entendu. Autre élément complémentaire aussi, les modes doux, vous le voyez, c'est la seconde ligne d'investissement, 1 350 000 euros qui ont pour but de prolonger les pistes cyclables qui aujourd'hui s'arrêtent au rond-point de la porteuse du Cassoulet jusqu'au parc Nicolas Appert et donc à l'aire de covoiturage qui est en sortie d'autoroute, le parc Nicolas Appert qui aujourd'hui regroupe plus de 25 entreprises et 900 salariés. Donc il était important de permettre à tous de pouvoir aller depuis Castelnaudary vers la zone d'activité dans des conditions sécures. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années, bien entendu, puisque la partie étude, qui n'est pas très visible, dure toujours pas mal de temps. Et c'est cette année que nous devrions réaliser ces travaux, si toutes les négociations se passent bien et les échanges avec les différentes administrations sont concluantes. Autre point important que je tiens à souligner, c'est aussi la partie voirie, puisque nous avons, vous le voyez, quasiment 1 million d'euros consacrés à des travaux de voirie divers et variés pour maintenir en bon état les rues et trottoirs de la ville. Vous voyez que nous avons aussi une ligne importante, 200 000 euros, sur les actions consacrées à la réduction des consommations d'énergie. Voilà, ces investissements, des dépenses, et qui se traduisent, vous l'avez vu tout à l'heure, en fonctionnement, sur des baisses de dépenses de fonctionnement. Donc ça, c'est des éléments importants. On voit arriver aussi le prolongement de l'installation, notamment de conteneurs enterrés pour la ville de Castelnaudary, pour les déchets. Voilà. Et puis, vous le voyez, les créations de vestiaires pour la police municipale. Donc 100 000 euros, les travaux se terminent et puis vont commencer dans quelques jours les travaux des bureaux, puisque comme on rajoute un effectif supplémentaire de police municipale chaque année, il fallait adapter les locaux à une équipe qui est de plus en plus importante. Donc les vestiaires sont quasiment terminés et on va attaquer les locaux, les bureaux qui devraient être terminés d'ici à la fin du premier semestre. Et puis on maintient bien entendu le dispositif d'aide aux façades, d'aide aux particuliers, qui mobilise, bon an mal an, à peu près 200 000 euros chacun. On voit arriver aussi des travaux pour le camping. Vous savez que nous avons passé une délibération dans le courant de l'année dernière visant à transférer la gestion du camping à un opérateur privé. Pour cela, il fallait réaliser des travaux nécessaires pour pouvoir confier la gestion à partir du début de la saison et pouvoir avoir une gestion plus professionnelle, en quelque sorte, du camping. Voilà pour ce qui est des principaux travaux. Je crois que j'oublie rien de très important. Alors, ce ne se voit pas dans les travaux, c'est les choix qu'on fait aussi sur le fonctionnement, puisque on parle des charges de fonctionnement. Dans les charges de fonctionnement, il y a aussi les choix que nous faisons liés à la gratuité des services, puisque notamment le périscolaire représente un coût pour la ville de 250 000 euros. Ça apparaît à la fois dans les charges à caractère général de 0,11 et dans les frais de personnel, mais c'est un choix qui est le nôtre, qui est parfaitement assumé, de maintenir la gratuité du périscolaire. Voilà, c'est des choix qui ont un impact budgétaire. Donc voilà, résumé, la préparation budgétaire pour 2025, avec ici détaillé les différents niveaux de subventions que nous avons déjà eu notifiés. Voilà, on retrouve les différents montants, les 870 000 euros. Je ne fais pas la liste, mais vous voyez comment le département, la région, l'État et le SIADEN nous accompagnent sur les différents investissements que nous avons prévus pour l'année 2025. La répartition des subventions, vous voyez que l'État nous amène 41% de subventions, en tout cas de ce qui est notifié aujourd'hui. Le département, 35%, et la région, un peu moins de 21%. Le SIADEN, 2,3%, mais bon, le SIADEN ayant un champ de compétences, évidemment, beaucoup plus restreint que les autres partenaires financiers. Donc voilà les éléments budgétaires pour 2025.
Donc en résumé, maintien des taux, une poursuite du désendettement, maintenant un programme d'investissement ambitieux avec des investissements, vous le voyez, pour certains très forts sur la piste et le terrain de Coubertin, sur les modes doux, sur les économies d'énergie, sur la sûreté, sur les écoles, avec donc une maîtrise des dépenses de fonctionnement qui nous permettent, et une dynamique de nos recettes liées à l'attractivité de notre territoire et de notre ville en particulier, qui nous permettent en fait de continuer à dérouler une politique permettant aux Chauriens d'avoir des tarifs très bas, voire gratuits pour les activités qu'on leur propose, et d'améliorer la qualité de vie à Castelnaudary avec des investissements et une évolution de nos services et un renforcement de nos services dans un domaine qui nous semble important pour améliorer la qualité de vie des habitants de notre belle ville. Voilà, monsieur le maire, ce que je vous propose comme budget pour 2025. Merci Philippe donc pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes là, donc, ou des observations sur cette présentation? Non. Alors je ferai plusieurs remarques, si tu le permets Philippe. Dans la première, en fait on va reprendre ce que disait la Chambre régionale des comptes. Donc le budget de la ville de Castelnaudary est solide. Voilà, donc c'est ce qu'avait conclu le rapporteur, le commissaire, rapporteur de la Chambre régionale des comptes. En fait, la magistrate, en l'occurrence. On a, en fait, ce qu'il faut regarder dans le temps, c'est qu'on a perdu la taxe professionnelle, compensée par l'État. On a perdu la taxe à l'habitation, compensée par l'État. On a perdu, donc, la moitié du foncier des entreprises, compensée par l'État. Sauf qu'on constate que ces compensations, au fil du temps, diminuent. Voilà, donc, pour les villes, pour les communes et les autres collectivités, c'est la même chose. Donc, c'est un gros handicap quand vous bâtissez le budget. Et là, on a eu une illustration avec ces moins 860 000 euros. Ces moins 860 000 euros, en fait, c'est une partie donc, des compensations de l'État sur le foncier donc, des entreprises. Voilà. Donc, suite à une erreur de transmission, on nous a brutalement donc, annoncé qu'on avait 860 000 euros de moins donc, de la compensation de l'État. Alors, il est évident qu'on a bâti le budget là-dessus, sur ce que nous a dit l'État, mais derrière, on a demandé des explications. Le gros problème que vous avez, c'est que quand on vérifie les entreprises, qu'on vérifie le foncier des entreprises, il y a un redressement, par exemple, qui se fait sur le foncier. Donc, ce redressement sur le foncier, ça rentre dans le budget communal. Mais la compensation de l'État, elle rentre quand, comment donc, si on n'est pas au courant qu'il y a eu un redressement sur le foncier de l'entreprise, mais les 50% de la compensation de l'État, on le sait comment. En fait, il y a des choses à éclaircir, quoi. Et on a demandé, nous, à la direction des finances publiques, des éclaircissements sur cette somme-là de 860 000. Il faut qu'ils nous donnent des explications là-dessus, beaucoup plus claires que celles qu'ils nous ont données. Voilà. Donc, on est en attente. Cela dit, bon, quand on bâtit le budget, on le fait avec les écrits qu'on reçoit. Bon, après, si ça se modifie, évidemment qu'on retouchera donc le budget, on fera une écriture modificative. L'autre point que je voudrais donc évoquer, c'est le point de l'endettement de la commune. L'endettement de la commune, en fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, 850 000 euros d'amortissement de la dette. Donc, on paye pour rembourser le capital par an 850 000 euros à peu près. Vous divisez par 13 000 habitants, ça fait à peu près 700 euros par habitant. Quand vous regardez les strates de villes comparables à Castelnaudary, l'endettement par habitant donc, est entre 8 et 900 euros. Et voilà ce qui fait qu'on a une très bonne situation financière au niveau de l'endettement. Ce qui nous permettrait de rembourser cette dette, dont vous a parlé Philippe, en 3 ans et demi. 3 ans et demi, donc, pour rembourser la dette que nous avons. Il y a des villes alentours, donc je me suis quand même amusé à regarder, mais je ne les citerai pas, ces villes. Voilà, donc, on n'est pas du tout dans le même. Quand vous êtes à 10 ans, vous êtes en secteur d'alerte. Grave. 7 ans, alerte, donc ça commence à clignoter rouge, donc vif. Voilà. Donc nous sommes à 3 ans et demi de remboursement de la dette. Alors évidemment, qu'on n'égale pas le record de la communauté de communes qui est à 3 jours. Mais bon, on est quand même bien. Par rapport aux investissements, Philippe, on met une ligne, à mon avis, trop réductrice. On dit, voilà, l'investissement principal en 2025, c'est la piste d'athlétisme. Non. En fait, l'investissement principal, c'est le stade annexe. On refait le stade annexe. On ne refait pas la piste d'athlétisme.
On refait la piste d'athlétisme, mais il y a le stade au milieu, donc en synthétique, il y a des tribunes, donc il y a tout un ensemble. Enfin, moi, j'ai toujours connu le stade annexe tel qu'il est aujourd'hui. C'est tout ça qu'on refait. Et là, l'intérêt de tout ça, c'est que d'abord, on a beaucoup d'associations, notamment le LAC, etc., etc. Mais il y a d'autres associations qui vont pouvoir l'utiliser, le COQ, le ROC, le LAC, mais surtout, nos installations donc scolaires. Puisqu'il y a les écoles, mais ça tu l'as dit Philippe, les collèges, les Fontas, ils sont juste à côté des installations. Et donc pour eux, en 2 minutes, ils seront sur ces nouvelles installations. Donc pour pratiquer l'athlétisme, qui est un sport de base donc très important, mais aussi tous les sports co. Et après, vous avez l'ensemble, il y a la piscine, il y a toutes les salles donc, de sport judo, etc., etc. En fait, il y a un ensemble cohérent et à côté, le stade annexe, le stade principal. Et donc tout cela fait en fait un ensemble sportif de très bon niveau, en plein centre-ville, à côté des établissements scolaires. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pas la piste d'athlétisme, hein, c'est donc tout un ensemble qu'on refait qui est très important pour notre jeunesse. Voilà, puis j'avais donc une autre remarque à faire, je ne sais pas laquelle, donc je pense que tu l'as dit au fur et à mesure que tu as présenté le budget. Voilà, donc je mets aux voix le budget de la ville. J'ai une remarque. Tu as une remarque. Oui, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'ai appris cet après-midi que l'Association des maires de France refusait de se mettre à la table de négociation avec le Premier ministre concernant justement les différentes dotations allouées par l'État. Oui. Qu'est-ce que ça peut faire pour nous, mis à part ces fameux 800 000 euros, à quoi on peut être mangé par la suite? Non, mais les 800 000 euros, ça c'est une explication qu'on a demandé, nous, parce que ça concerne le foncier des entreprises. Donc derrière ce foncier des entreprises, il y a un abattement de 50% décidé par le maire, là, qui était décidé à exonérer à 100%. À 100%. Bon, là, ils se sont arrêtés à 50%, parce qu'après, l'État, le déficit de l'État, il gonfle puisqu'il compense, disent-ils. La taxe à l'habitation qui a été supprimée, ça coûte plus de 20 milliards à l'État. 20 milliards. Voilà. Donc, seulement au bout d'un moment, ils se disent « ouais, mais on compense, donc ils doivent nous compenser toutes les communes qui touchaient la taxe à l'habitation, 20 milliards. » Au fur et à mesure que les années passent, 17, 15, 13, 10, voilà. Mais nous, c'est les recettes qui nous manquent, ça. Et nous, l'exigence de nos administrés, elle est toujours là, croissante. Donc, surtout quand vous avez une ville qui augmente au niveau du nombre d'habitants. Il y a toujours plus d'installations sportives, les collèges, aussi, oui, le collège pour le département, mais les écoles pour nous, le périscolaire, la piscine, enfin, vous pouvez tout ajouter. Si on vous diminue les recettes et que les charges, donc, elles vont croissantes, et vous perdez le dynamisme des recettes parce que c'est compensé en baissant par l'État, ben vous arrivez à des situations qui deviennent rapidement critiques. Mais aujourd'hui, on est une des rares villes à s'en sortir, parce que je peux vous dire, pourquoi? Mais parce qu'on a installé la richesse sur le PRAE. Cette richesse sur le PRAE, ça nous permet d'amortir. Donc, en fait, voilà, mais jusqu'à quand? Si chaque année, on baisse donc les dotations, ça ne va pas pouvoir continuer longtemps comme ça. Et voilà. Donc, on est aujourd'hui dans ce... Alors, c'est pour ça que je dis que ces 850 000 euros, c'est autre chose. Les dotations de l'État, aujourd'hui, qui baissent, c'est qu'on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que le temps passe, on n'a pas la compensation qui nous était annoncée au départ. En plus, on te dit la compensation, en 2020, eh bien, tu avais 7 millions de taxes professionnelles. Je dis n'importe quoi, puisque la taxe professionnelle, il y a longtemps qu'elle a été abrogée et remplacée par 2 autres, CVAE, etc. Bon, il y a 10 millions de taxes professionnelles en 2021. On te dit... tous les ans, vous aurez 10 millions. Sauf que si tu as les entreprises qui viennent s'installer et tout ça, ben tu bloques ce dynamisme de la taxe. Donc les villes qui ont été vertueuses, qui ont des entreprises qui viennent s'installer, qui ont des habitants qui viennent s'installer en bloquant la taxe à l'habitation sur une année 2021, la taxe à l'habitation, derrière, on perd tout le dynamisme des taxes. Voilà. Et après, non seulement tu perds ça, mais après, tu te fais écréter. Voilà, c'est-à-dire qu'alors on te donne 10 millions pour compenser, puis ça passe à 9, ça passe à 6, ça passe à 4. Voilà, mais ça ne peut pas durer, ces histoires. Alors, mais surtout qu'on n'a rien demandé à l'État. L'État, chaque fois qu'il prend des mesures donc, qui concernent la vie donc, de l'État, chaque fois qu'il prend des mesures, il les prend sur les collectivités.
Mais il enlève la taxe professionnelle, donc il vous dit, mais vous inquiétez pas, je vais vous la compenser. Sauf qu'il baisse la compensation, il la prend sur les collectivités en enlevant la taxe à l'habitation, mais il n'a qu'à se le prendre sur ses propres recettes. Il n'a qu'à baisser la TVA. Il baisse la TVA, c'est ses propres recettes. Et il laisse les collectivités vivre leur vie. Voilà, nous on a des administrés là, donc ces administrés ont des exigences, mais pour pouvoir satisfaire ces exigences à un bon niveau, il faut qu'on ait des rentrées fiscales, sinon on fait comment? Donc derrière, l'État, il fait son train de mesures, son train d'économie et tout ça, mais il le fait sur ses propres recettes, pas sur les recettes des autres, hein. Même s'ils te disent qu'ils les compensent, parce que ça ne dure pas la compensation, on le sait. Voilà. Et ça fait 10 fois hein, que je dis ça, mais enfin, bon, malheureusement, chaque année, on voit la pertinence de ces propos qui remontent au moment où on nous a supprimé la taxe professionnelle, on nous a supprimé la taxe à l'habitation, etc., etc. Où on a vu que derrière, en fait, on n'était pas compensé. On perdait le dynamisme et en plus, on perd de la compensation. Moi, ce qui m'ennuie, monsieur le maire, c'est que quand on écoute les différentes infos qui sont diffusées tous les jours au gré des différentes chaînes d'information, on a l'impression que l'État demande aux différentes collectivités de faire des économies. Et je trouve que c'est perçu par la population comme si les collectivités lâchaient de l'argent, oui. Allons-y, on y va. Non, ce qui est faux, en plus on a l'obligation, nous en tant que collectivité, d'être à l'équilibre, d'accord ? Ce qui n'est peut-être pas le cas de l'État, mais aux différentes infos que l'on peut entendre, on dirait que voilà, les collectivités se lâchent généreusement sur le dos du contribuable. Et ça, c'est quand même gênant. Mais en fait, tu as tout à fait raison, c'est très pertinent ta remarque. Hein. Effectivement, nous, l'État, il dépose un budget en déséquilibre. Mais en déséquilibre, pas d'investissement, de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse appel à l'emprunt pour financer son déficit de fonctionnement. Mais nous, c'est absolument interdit. Nous, on ne fait appel à l'emprunt que pour financer des investissements. Donc, notre dette, la ville de Castel, sa dette, elle est de 9 millions d'euros. 9 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on pourrait la rembourser en 3 ans et demi si on mobilisait nos richesses. Mais face à cette dette de 9 millions d'euros, mais on a des actifs. Ces actifs, ils sont comptabilisés nulle part. S'il me venait la fantaisie de vendre la mairie, de vendre le stade, de vendre les gymnases, etc., mais vous rentrez, vous équilibrez largement vos 9 millions. On ne le fera pas, c'est évident. Mais vous avez un actif en face. Voilà. Tandis que l'État, il a 3 000 milliards de dettes. Mais en fait, je ne sais pas s'il les a en actif, moi, ces 3 000 milliards. Nous, on n'a pas de dette. On n'a pas de dette. La dette que nous avons, ça a été pour rembourser les investissements que nous avons. Et si jamais il arrivait un gros problème, on aurait la possibilité de vendre certains investissements en disant, bon voilà, ça, finalement, on en a moins besoin, on va vendre et on va éponger. Mais on n'est pas du tout, nous, dans ce cas de figure. Voilà. Je voudrais juste illustrer tout ça par quelques chiffres très rapides, sans vouloir trop allonger le débat. Effectivement, on a une injonction paradoxale qui est que l'État nous dit transfert des compétences et nous dit vous dépensez trop. Et on voit souvent la Cour des comptes faire des grands rapports macro disant que les collectivités continuent à embaucher quand l'État dit réduisez la voilure. Mais par exemple, la Maison France Service. On a une Maison France Service à Castelnaudary qui est portée par la communauté de communes qui accueille plus de 8000 personnes par an. Pourquoi elle accueille 8000 personnes par an ? Parce que différents services apportés, en fait, ces services-là sont partis du territoire parce qu'ils ont réduit la voilure et il n'y a plus qu'un accès numérique. Et donc, aller travailler un dossier de retraite, faites-le uniquement par Internet. Je ne sais pas si beaucoup d'entre nous seraient capables de le faire sans inquiétude, de gérer son départ à la retraite uniquement par Internet. Donc, le coût net pour la communauté de communes est de 100 000 euros. 100 000 euros, c'est la différence entre le coût que l'on a et l'argent que l'on perçoit pour financer ce service. 100 000 euros. Voilà, donc c'est un choix de notre part d'apporter ce service-là. Mais sinon, c'est 8 000 personnes par an qui se trouvent sans solution, qui doivent partir à Carcassonne, à Montpellier, pour aller compléter leur dossier. Même sujet sur la sécurité. La sécurité, voilà, aujourd'hui, on embauche chaque année un policier municipal par an, et on voit bien que de plus en plus, il y a un rapprochement des missions de la police municipale avec des missions qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, parce que la police municipale, il y a encore 10 ans, c'était en fait des gens qui étaient là pour faire surveiller une police administrative et pour faire bien autre chose que ce qu'ils font aujourd'hui. C'est des investissements liés à ça. Voilà, donc, et puis la santé. Voilà,
santé, ce n'est pas le domaine des collectivités. Pour autant, une commune qui vous dira « je ne fais rien pour la santé », ben, l'équipe municipale ne restera pas longtemps en place, parce que parmi les sujets, il y a aussi faciliter l'accès à la santé pour les habitants du territoire. Pour nous, ça s'est traduit par les investissements sur la maison de santé, par les dispositifs, on en verra tout à l'heure. Même chose si on veut dynamiser le commerce centre-ville, des délibérations que tu vas présenter. Voilà, et puis, dernier chiffre, ce que tu disais, pourquoi en fait, l'Association des maires de France ne va pas aux discussions, ben, parce qu'on sait très bien comment ça finit. Avant, on touchait une dotation globale de fonctionnement. C'était l'argent que donnait l'État aux collectivités pour nous permettre d'assumer des services qu'on rend pour le compte de l'État. On a perdu dans une première vague donc, de réduction du déficit public 1 million d'euros. On est passé de 1,8 million à peu près de DGF à 800 000 euros. Mais ça s'est fait en 4 ans. Et aujourd'hui, ça continue puisqu'on est passé, on a 50 000 euros de moins dotation globale de fonctionnement. Donc ça continue. Et maintenant, le danger, c'est effectivement la dotation qui compense la taxe d'habitation, puisque la taxe d'habitation a disparu. Et donc, plutôt que d'être une rentrée fiscale chez nous, ça devient une dépense dans le budget de l'État. Et donc, comment va faire l'État quand il va vouloir chercher ces 40 ou 50 milliards d'économies, pourquoi pas 60 ou 70 ou 80, ça ne réglera pas le problème. Mais comment il va faire? Il va regarder dans ses dépenses et il va toucher dans ses dépenses. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a 1 900 000 euros de dotation de l'État, mais l'année prochaine, on aura beaucoup moins. Cette année, déjà, la décision de l'État, c'est 1 million d'euros d'impact sur notre ville. 1 million d'euros d'impact. 850 000 euros de recettes en moins, 150 euros de dépenses en plus liées aux retraites donc, pour les fonctionnaires. 1 million d'euros. Il faut avoir les reins sacrément solides, il faut avoir une gestion sacrément rigoureuse pour pouvoir faire face d'une année à l'autre à 1 million d'euros de capacité à faire en moins, tout en continuant en fait, à projeter la ville sur les années à venir. Voilà. C'est pour ça que, en fait, nous, ce que demandent les collectivités, c'est surtout que le législateur les laisse tranquilles. Nous, nos budgets sont en équilibre. Voilà. Donc, qu'ils nous laissent travailler tout seul dans notre coin, sans toucher à la fiscalité, pour nous permettre d'avoir de la visibilité, pour déployer des projets à moyen et long terme, pour aménager un territoire. On a besoin de visibilité, comme les entreprises ont besoin de visibilité pour pouvoir déployer donc, leurs activités et créer en fait, de la richesse. Mais nous, pareil, pour pouvoir aménager le territoire, on a besoin de visibilité sur l'architecture de la fiscalité pour être sûr que le travail qu'on fait au quotidien continuera à porter ses fruits dans les années qui viennent et continuer à améliorer la qualité de vie de notre ville. Très bien, Philippe. Voilà, donc finalement, le débat a été intéressant. Il partait sur des bases donc, un peu mélancoliques, mon cher Philippe, puis ça s'est animé sacrément. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, c'est approuvé à l'unanimité. Philippe, tu continues avec le vote donc, du taux des 3 taxes. Merci. Avant ça, juste 2 remarques, si vous me permettez. D'abord, je voudrais remercier les services de la ville avec Patrick et toute l'équipe, parce que monter un budget et le suivre, c'est jamais simple. Le monter quand, quelques jours avant le vote du budget ou du rapport de ce budgétaire, on a des fluctuations aussi importantes, c'est encore plus complexe. Et recalibrer une trajectoire financière, voilà, ça ne se fait pas tout seul. Donc merci Patrick, merci à tous pour le travail qui est fait, et puis merci à vous pour ce vote, parce que voter un budget à l'unanimité, ça donne une dynamique et une force entre collectivités. Voilà, on est dans le moment où tout le monde fait le DOB et les budgets, peu de communes, peu de collectivités ont les budgets votés à l'unanimité, et encore une fois, voter à l'unanimité donc un budget et les comptes administratifs comme on l'a fait la dernière fois, c'est aussi, voilà, et de façon répétée au fil des ans, c'est aussi une façon de souligner, de montrer le sérieux et la rigueur de la gestion, de la bonne gestion d'une ville, c'est important, et la pertinence des choix stratégiques qui sont faits pour le projet de territoire, et c'est bien de les partager ensemble, et encore une fois, ça donne encore plus de force à notre équipe et à notre ville. Donc merci pour cette unanimité. Et donc, je vous propose de prolonger cette unanimité avec les taux, et on vous proposera, donc, comme on l'a fait lors du rapport d'orientation budgétaire, de continuer à maintenir les taux échangés sur les 3 taxes, dont la taxe foncière, le foncier non bâti, et la taxe d'habitation, qui ne s'applique, vous le savez, uniquement aux résidences secondaires. Voilà, donc je mets aux voix ces 3 taux qui ne sont inchangés depuis 28 ans. 28 ans qu'on n'a pas touché à la fiscalité. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, c'est approuvé à l'unanimité.
la question numéro 3, donc il s'agit de subventions aux associations. Alors là, j'ai plusieurs, donc une remarque à faire. Il va falloir que d'abord que Brigitte Batigne, Denis Bouilleux, Marie-Claude Bourrel, Nicole Catala, Audrey Gaillani, Hélène Giral et Béranger Serre quittent notre salle. S'il faut, j'appelle les forces de l'ordre pour vous faire sortir. Elle n'est pas très loin quand même. Puisque vous êtes impliqués, donc, à titre divers, sur les associations. Après, ils resteront, mais ne prendront pas part au vote, Nicolas Asensio, Chantal Barthès, Sabine Chabert, François Demangeau, Elisabeth Escafre, Philippe Greffier, Bernard Grimaud, Philippe Guiraud, Jacqueline Ratabou, Michel Ratabou, Giovanni Zamaï. Michel, tu es sorti pourquoi là? Non, tu restes. Tu n'es pas au bureau du lac? Tu es au bureau du lac? Ah, il est au bureau. Oui, donne tout. Ouais, tu sors là. Tu sors. Il est au bureau. Et là, on n'a plus le quorum. On va faire subvention par subvention. Ligne par ligne. Ouais, non, voilà, on va faire comme ça. Voilà, donc, je mets au voie le montant des subventions donc, aux associations en 2025. Mais Philippe, avant, donne-nous quand même le montant global de ces subventions. Le montant global est significatif puisqu'on est sur un montant de 711 000 euros qui sont distribués cette année encore à l'ensemble des associations, quel que soit leur secteur d'activité. Voilà, alors je précise que si des élus sont sortis, c'est parce qu'ils font partie d'associations et pour préserver leur intégrité et pour éviter tout risque de conflit d'intérêts, on demande aux élus impliqués dans le monde associatif et surtout faisant partie des bureaux de ne pas prendre part au vote en n'étant pas dans la salle. Voilà, donc je mets au voie ce montant des associations, qui est pratiquement inchangé, je crois, par rapport à l'année dernière. Je ne sais plus. Hein? Même niveau. Pas d'opposition, d'abstention, donc c'est approuvé à l'unanimité. On peut faire rentrer les sortants. Oui, mais qui est là, Je suis pas au bureau, donc je ne prends pas part au vote, mais le lac, je suis le président. Oui, mais c'est pour ça que moi je dis que c'est pour les jeunes. Voilà, donc la question numéro 4 est une question très importante aussi. Donc il s'agit du cinéma VO à Castelnaudary où il n'y a que de bonnes nouvelles à vous annoncer. C'est Hélène qui se fait un plaisir de vous annoncer. Merci, monsieur le maire. Alors, avant de vous présenter la délibération concernant l'attribution de la subvention annuelle d'aide à l'exploitation du cinéma VO Castel, vous me permettrez, monsieur le maire, de faire un rapide historique. Je sais que vous aimez un petit peu ça, mais bon, je crois que c'est intéressant aussi de montrer la stratégie et que donc le succès du cinéma aujourd'hui, il est avant tout, il est aussi le fruit d'une stratégie sur du long terme. Alors, désolé de remonter à la fermeture du cinéma de Le Paris en 2008. La volonté de la ville a été à ce moment-là de maintenir une activité cinéma pour contribuer au développement culturel et de loisirs sur la ville. Et dans l'attente d'une solution plus pérenne, la ville a immédiatement réagi en intégrant une cabine de projection aux travaux de rénovation de la Halle aux Grains. L'objectif de cette opération était de conserver les habitudes cinématographiques sur la ville dans l'attente de la création de nouveaux équipements. Et à partir de 2009, on a eu par le biais d'une DSP une activité cinéma qui, malgré d'importantes contraintes, vous vous en souvenez, a confirmé la présence d'un public important, nous a confortés dans nos choix. Cela nous a permis d'envisager la création d'un cinéma conçu comme un équipement structurant en plein cœur de ville sur l'espace du Ferry. Et en 2016, nous avons lancé une mise en concurrence pour un bail à construction. La société Sagec Cinéma, qui est devenue depuis VO Castelnaudary, a été retenue pour construire et exploiter le cinéma. Je vous rappelle que le cinéma a été inauguré en décembre 2019
sauf malheureusement, quelques mois après, il était tenu de fermer pour cause de Covid. Mais malgré cette période qui n'était pas très agréable, et en tout cas avec pas mal de contraintes sanitaires, aujourd'hui, ce cinéma contribue fortement à dynamiser l'espace du Ferry dans le cadre de l'extension du cœur de ville. Aménagement de l'espace du Ferry répond là aussi à une stratégie, mon cher François, et effectivement, on trouve à la fois des équipements culturels, des équipements d'espace public et également du logement. Donc, il répond à un véritable service et une activité cinéma dans les meilleures conditions grâce à un équipement de qualité et exploité par une équipe de professionnels de grande qualité là aussi, que je tiens bien évidemment à féliciter. La programmation, avec une diversité des œuvres et des styles et une forte proportion de films à essais à un coût très abordable. Les tarifs sont en deçà de la moyenne nationale et très appréciés bien évidemment par le public. Par ailleurs, le cinéma organise de nombreuses animations et festivals. Je ne détaillerai pas tout, mais en particulier, il y a un partenariat qui s'est développé fortement avec les associations. Donc, je le disais, l'équipe fait un travail remarquable et en particulier en direction du jeune public avec notamment les dispositifs d'éducation à l'image. Donc, pour revenir à la convention annuelle d'aide à l'exploitation du cinéma, elle porte bien sûr sur les engagements et les conditions pour l'obtention de la subvention qui est encadrée par la loi SUER. Et elle est calculée à partir du bilan. Et le bilan de gestion de l'année 2024, un bilan qui est très positif et qui est toujours en augmentation. Je vous citerai simplement 2 chiffres. Pour l'année 2024, 85 205 spectateurs ont été enregistrés au cinéma VO pour un petit peu plus de 80 000 en 2023, soit une augmentation de 6%. Si on veut le rapprocher à l'augmentation au niveau national, au niveau national, l'augmentation est de 0,3%. Donc autant dire que ce bilan de 2024 est un excellent bilan. Donc pour en revenir au montant de la subvention, elle s'élève, puisque c'est bien sûr en fonction du nombre de spectateurs, la demande de VO Cinéma s'élève à 32 692 € pour avoir un service, je ne dirais pas un service public, puisqu'il s'agit du privé, mais en tout cas c'est un service particulièrement apprécié par l'ensemble de la population chaurienne. On ne parle peu d'ailleurs des économies d'énergie, économie financière bien sûr, mais économie d'énergie, hein, puisque le fait d'avoir un équipement et des services à proximité, ça évite de prendre la voiture. Donc, Monsieur le maire sollicite du conseil municipal, l'autorisation de l'octroi de cette subvention d'un montant de 32 692 €, comme je vous le disais, à la société VO Castelnaudary. Voilà, Monsieur le maire. Voilà, donc merci Hélène. En fait, ce cinéma ne nous apporte que des satisfactions. D'abord, la convention avec Monsieur Villa donc, et son fils. Voilà, donc, qui est une convention aujourd'hui qui est respectée en tout point par des personnes qui sont des gestionnaires donc avisés et qui gèrent plusieurs cinémas dans le sud de la France. Donc déjà, et puis après il y a 2 personnes qui font un travail considérable au niveau du cinéma aussi. Donc c'est le directeur Vincent Choquet et Denis Clabot qui l'accompagnent. Donc ils font un travail de promotion de ce cinéma exceptionnel.
Voilà, donc il faut les remercier. Le cinéma il est en plein centre-ville, 3 salles de cinéma, et ça coûte à la commune, donc là, une subvention de 30 000 € pour faire donc fonctionner en fait un établissement donc culturel de première importance, quoi. Le cinéma, c'est art, bien sûr, mais c'est première importance au niveau culturel, puisqu'on peut lui amener tous nos jeunes de la ville, en fait, passent à un moment donné dans leur existence donc au cinéma. Ils passent, ces jeunes aussi, au théâtre. Voilà. Et ne parlons pas de la piscine, etc., pour apprendre à nager. Bon, voilà, hein, donc c'est une richesse incroyable d'avoir en fait ces établissements culturels et sportifs de premier plan pour notre jeunesse. Voilà, donc merci Hélène pour cette belle présentation et cette historique, parce qu'il faut sans arrêt donc resituer les choses, parce que sinon on a tendance à les oublier. Le cinéma il est là, ben, c'est très bien et tout ça, oui, mais le cinéma il est là parce qu'il a fallu se battre. L'hôpital il est là parce qu'il a fallu se battre, et je peux vous dire qu'il a fallu se battre, hein. Voilà, et on peut en citer donc des choses de ce type-là, et voilà. Et si tu permets, peut-être en profiter de remercier Nicolas Néral, qui a été très... La cheville ouvrière durant toutes ces années. La cheville ouvrière de ce dossier, qui était quand même assez complexe. Ça, c'était une autre vie avant que Nicolas soit le directeur Voilà. général des services. Donc, je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, c'est approuvé à l'unanimité. Question numéro 5, François. Ce cœur de ville qui n'a pas de secret pour toi. Et l'instauration du permis de diviser. Merci, monsieur. Peut-être quelques secrets encore, mais enfin, on y travaille. Un permis de diviser, il faut le faire quand même. Voilà, c'est ça. Quelqu'un me parlait du permis de multiplier. Pour l'instant, on est à diviser. Quand on aura fait tous les signes mathématiques, on verra si on peut faire autre chose. Voilà, donc ce qui nous permet de parler du bilan du permis de louer, puisque c'est sur la volonté municipale, politique de la municipalité et de son premier élu, monsieur le maire, qu'on a mis en place, je vous rappelle, à l'été 2022, le permis de louer. Donc pourquoi ce permis de louer a été mis en place? Bien entendu, hein, l'objectif, c'était d'une certaine manière de, quelque part, améliorer la qualité des logements. Et on va voir dans les premiers bilans qui vous sont donnés que c'est bien l'objectif qui a été atteint. Donc c'est un objectif positif. Parce qu'au début, on a eu des craintes quand même. On nous a dit, attention, ça va ralentir le marché, déjà que c'est pas évident, ça va être compliqué. Donc on peut le dire, hein, le bilan est très positif. Et donc, c'est ce sur quoi je vais insister dans cette délibération, c'est donc les chiffres qui vous sont communiqués dans la délibération vous permettent de voir que le premier bilan du permis de louer, c'est qu'on a délivré 219 permis de louer, d'accord ? Et sur ces 219 permis de louer, en fait, ça donc conduit à la rénovation souvent énergétique, mais pas que, de 93 logements, d'accord ? Ça veut dire que si on n'avait pas fait ça, eh bien, typiquement, sur ces 93 logements qui ont été rénovés, il y en aurait eu beaucoup moins de rénovés. Vous comprenez? Parce qu'ils ont été obligés de rénover à cause de la prise en place du permis de louer. Donc, c'est vertueux. Alors, ça ne veut pas dire que certains ne l'auraient pas fait, bien sûr, mais certains ne vont pas la totalité. Ça, c'est clair et net. Donc, vous voyez que c'était un objectif positif. Et l'objectif positif, il est atteint. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une petite vingtaine de permis de louer qui n'ont pas été délivrés. Mais quand vous mettez un permis, c'est l'objectif, hein. Si on peut tout délivrer, on délivre tout. Mais quand ça passe pas, ça passe pas. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été délivrés dans un premier temps parce que les gens n'étaient pas capables, pour tout un tas de raisons qui peuvent se comprendre, de faire les travaux. Donc ils n'ont pas eu le permis de louer, mais parfois ils l'ont fait dans un second temps. D'accord ? Quand ils ont eu peut-être le temps ou les moyens de le faire, ils l'ont fait, ils sont revenus voir la mairie et ils ont eu le permis de louer dans un second temps. Donc c'est un dispositif vertueux. C'est sûr que celui qui ne veut pas mettre son logement aux normes, eh bien, il ne pourra pas le louer. Mais l'objectif, à côté de cet objectif positif, c'était de bloquer, excusez-moi, les marchands de sommeil. Bon, on en a quelques-uns, hein, ça existe, malheureusement, c'est des pratiques qui existent. Et donc l'objectif avec ce dispositif, c'est quand même d'envoyer un signal en disant, bon, le logement dans n'importe quelle condition qui ne respecte pas des conditions d'habitabilité, c'est plus possible, quoi, hein. On peut plus continuer à tolérer ce genre de choses. D'accord ? Voilà, donc le bilan de ce permis de louer, il est positif. Sur 2 ans, vous voyez que le nombre de permis de louer est conséquent et qu'il y a eu beaucoup de travail de rénovation, encouragé par ce dispositif.
Voilà, donc ça c'est... Et je rappelle qu'il y a une satisfaction générale, je peux me permettre de le dire, puisqu'on échange régulièrement avec les agences immobilières, les notaires, les artisans. En gros, c'est un dispositif qui est mis en place en 15 jours, 3 semaines. Donc ça va vite. En 15 jours, 3 semaines, si vous avez un logement, disons, correct, vous relouez. Derrière, si on vous a demandé des travaux, on vous laisse quelques mois pour faire des travaux. Bon, à partir du moment où c'est des travaux où il n'y a pas de péril majeur, vous avez le droit de relouer, mais vous vous engagez à faire les travaux. Et vous aurez le titre définitif que quand vous aurez présenté les travaux définitifs. Vous voyez, Pardon ? Ça permettra aux preneurs de toucher les allocations. Absolument. Et ça permet, bien entendu, comme le dit Monsieur le maire, donc de pouvoir toucher les allocations, en particulier les allocations liées à la CAF. Alors là, la CAF, c'est un dispositif qui marche terrible. Pourquoi ? Parce que, je l'ai dit, ceux qui louent des logements qui ne sont pas du tout corrects, malheureusement, qui ont des pratiques pas du tout vertueuses, il y a quand même, quand vous faites ça, souvent la volonté de percevoir une allocation, d'accord, qui est versée directement au propriétaire. Et ça, c'est pas possible. Mais là, avec notre dispositif, bien sûr, c'est conventionné avec la CAF. Donc, si vous permettez l'image, le robinet de la CAF s'arrête, et là, en général, ça fait bouger les lignes quand même, parce que, bon... Ok, voilà. Donc ça, c'était... Pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça, c'était le premier étage de la fusée, si j'ose dire ça comme ça. Donc le permis de louer, et maintenant, c'est le permis de diviser. 3 ans après, voyant que le permis de louer fonctionne, qu'est-ce qu'on a ? Grâce à ce permis de louer, en plus, nos services, et donc je veux remercier le travail qui est fait en régie par le service urbanisme de la municipalité, donc qui gère ça, on s'appuie aussi parfois sur des bureaux d'études qui ont des compétences techniques, sur la technicité du logement. Voilà. Mais c'est le service municipal d'urbanisme de la commune qui fait tout ce travail. Et ça nous permet de collecter des données. Et en collectant ces données sur le centre ancien, puisque nos dispositifs, vous le savez, ils s'appliquent essentiellement sur le centre ancien, puisqu'on sait bien que là, il y a un peu plus de logements dégradés, éventuellement un peu plus de logements vacants à cause de l'état de dégradation. Évidemment, il est plus fort là qu'ailleurs dans la ville. Ça va sentir. Donc, on concentre nos efforts là-dessus et on collecte des données. Et en collectant des données, on se rend compte que c'est là qu'on a la multiplication de demandes concernant de la division de logements. Alors on le sait, parce que les demandes, elles passent par la municipalité par rapport à l'ouverture de compteurs électriques. Vous voyez, notre collègue Jean-François est sollicité pour la fibre. Donc on s'aperçoit que sur un logement, là où il y avait un compteur et un raccordement, il y en a beaucoup. Et quand ça arrive sur des logements qui sont déjà dégradés, il faut quand même qu'on contrôle ça. Donc le permis de louer ne suffit pas. Il faut mettre en place ce qu'on appelle le permis de diviser. D'accord ? Donc le permis de diviser, c'est pour, je dirais, améliorer encore l'habitabilité du logement. Alors pourquoi ? Parce que quand vous louez un logement à Cassan-Darry inférieur à 14 mètres carrés, c'est pas acceptable. D'accord ? On n'est pas en centre-ville de Paris, ou à Paris, une chambre de bonne, comme on appelle ça au dernier étage, vous payez ça 2 000 € par mois. Mais enfin, c'est Paris, je veux dire, on est d'accord. Donc, à Cassan-Darry, avoir un logement de moins de 14 mètres carrés, c'est pas acceptable. On a quand même beaucoup plus d'espace et un prix du foncier qui est beaucoup moins élevé, qui ne doit pas permettre d'accepter ce genre de choses. Donc c'est une façon de dire on a besoin des investisseurs sur l'immobilier, et on en a beaucoup à Cassan-Darry, on s'en félicite. Il y a de plus en plus d'investisseurs, notamment toulousains ou d'ailleurs, qui arrivent, qui achètent des immeubles, des Montpelliérains aussi. Il y en a notamment un qui a acheté un magnifique immeuble place de Verdun, qui investissent beaucoup d'argent. C'est des gens qui investissent des centaines et des centaines de milliers d'euros en centre-ville. Donc on en est satisfait. Mais derrière, nous transformer un immeuble en, je donne un ordre de grandeur, même un immeuble fût assez grand, en 10 logements, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable parce que ça veut dire qu'on va avoir des logements de qualité d'habitabilité médiocre. Médiocre, ça veut dire pas d'ouverture. Parfois, ça peut aller jusqu'à part d'ouverture ou des petites ouvertures, d'accord, et des normes qui sont mal respectées. Vous voyez, notamment pas de système d'aération. Enfin bon, à un moment donné, ça n'est pas acceptable. Donc le permis de diviser, il sert à ça, d'accord ? Ce qui veut dire que la municipalité, sur ce dispositif-là, il pourra se permettre de délivrer ou pas l'autorisation. Et évidemment, il va y avoir des garde-fous. Je vous ai parlé de la surface, parce que tout le monde comprend bien que la surface, bon, c'est quand même un argument fort. Quand même, Donc, vous voyez, 14 mètres carrés à Cassan-Darry, d'accord, bon, on serait en centre-ville de Paris, on comprend que la pression est telle qu'il faut aller encore là. Mais à Cassan-Darry, c'est pas raisonnable, ok ? Et après, il y a d'autres choses aussi. L'interdiction d'habiter. Si vous avez un immeuble interdiction d'habiter, on va quand même pas autoriser un permis de diviser. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Et évidemment, les immeubles qui sont touchés par des arrêtés de péril ou d'insalubrité. Quand vous êtes dans un immeuble où on sait qu'il y a déjà du péril de l'insalubrité, on ne va pas en plus autoriser de la division. D'accord ? Donc c'est ça qu'il faut comprendre à travers cette délibération.
Donc, voilà, monsieur le maire, pour Merci. ce permis. Merci à toi, François. Oui, en fait, on s'aperçoit de la paupérisation des hypercentres-villes dans toute la France. D'où le législateur, il a commencé donc, en travaillant avec l'Association des maires de France, à voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour donc faire en sorte de cerner les bailleurs peu scrupuleux. Alors, en général, le bailleur peu scrupuleux, il ne déclare pas le permis de louer, en général. Oui, ça c'est sûr. Ou c'est rare. Sauf qu'il se fait coincer après au moment des aides. C'est-à-dire que la CAF, eh bien, si vous ne lui présentez pas le permis de louer, ne donne pas d'aide. Que ce soit au preneur ou au bailleur. Parce que des fois, le bailleur, donc, encaissait les aides. Tout à fait. Mais là, s'ils ne présentent pas de permis de louer, ils n'ont pas d'aide. Voilà. Et puis derrière, on s'est aperçu que ça ne suffisait pas. Il fallait donc y adjoindre le permis de diviser pour éviter donc cette hyper-paupérisation qu'on rencontre dans les centres-villes. Donc aujourd'hui, pour l'instant, c'est en train de... Alors, je ne parle pas du permis de diviser, on ne l'a pas encore mis en place. Mais le permis de louer nous donne quand même pas mal de satisfaction. Et le permis de diviser, vous avez raison, je ne l'ai pas dit, c'est le 1er juillet. Hein, donc ça sera 3 ans après, jour pour jour, après le permis de louer. De louer, voilà. Et le permis de louer aussi, ça fait travailler les artisans locaux. Hein. Ce n'est pas négligeable. Hein. Voilà, hein, puisque chaque fois qu'il y a des travaux, en général, ce sont les artisans locaux qui en bénéficient. Est-ce qu'il y a des oppositions, abstentions, donc c'est approuvé à l'unanimité? Donc François, tu as la parole, tu la gardes, avec l'agence départementale de la DIL et notre convention de partenariat. Oui, merci monsieur le maire de me donner la parole, et c'est tout à fait en cohérence avec ce qu'on vient de discuter. Hein. Il s'agit ici donc de vous demander d'autoriser monsieur le maire à citer cette convention de partenariat avec l'agence donc départementale pour l'information du logement de l'Aude. Hein. Donc c'est une agence donc qui est active sur le département depuis quelques années. En fait, cette agence, elle rend déjà des services à des choriens hein, qui les appellent à travers du conseil, notamment par téléphone. D'accord ? Donc nous-mêmes, la commune, on est membre, donc on paye une adhésion en étant membre de la DIL. Et donc des choriens peuvent déjà avoir accès aux services au conseil de la DIL en les appelant. Et donc on a un bilan sur l'action que fait la DIL en termes de conseil par rapport aux choriens qui ont des problématiques. Alors ça peut être aussi bien les propriétaires que le locataire. Alors qu'est-ce que c'est la spécificité de la DIL? Peut-être il faut dire ça. En gros, ils sont experts de beaucoup de choses, mais notamment des aspects juridiques. Sur le logement, en fait, vous avez plusieurs compétences. D'accord ? Donc notamment, vous le savez, on a le CAUE, donc le Conseil en architecture, en urbanisme et environnement de l'Aude, on a des experts là, on a fait une rencontre en octobre, on va en refaire une le 29 avril. Le 29 avril, à la Halle de Verdun, on va faire une soirée pour donner de l'information à la fois aux propriétaires privés qu'aux professionnels sur les aides qui existent. D'accord ? Donc ça, c'est le CAUE qui a une bonne visibilité de l'ensemble des aides qui existent, c'est-à-dire les aides de l'État, les aides communales, les aides du département, bon, tout ce qui existe. Et en complément de ça, l'objectif, c'est que la DIL nous permet d'avoir un appui juridique. D'accord ? Donc ce qui est nécessaire, c'est aussi le locataire à quoi il a droit. D'accord ? Et pour avoir à quoi il a droit, il faut une bonne connaissance des lois. Donc il est rare de rencontrer quelqu'un qui est mieux renseigné sur ça que la DIL, parce que la DIL, ils ont quand même des gens qui ont des formations de haut niveau sur les aspects juridiques. C'est vrai pour les locataires, c'est vrai aussi pour les propriétaires. Donc c'est pour ça que je disais que c'est en lien avec la délibération précédente. Pour renforcer le service qu'on rend aux choriens, la commune, et donc monsieur le maire, vous propose d'accepter donc de réaliser des permanences, en gros une fois par mois, comme on fait avec l'architecte des bâtiments de France. Une fois par mois, ils seront ici, dans les locaux de la mairie, pour pouvoir carrément recevoir du public, prendre des rendez-vous et les aider. Donc ça va un peu plus loin qu'un simple échange au téléphone. Et vous le voyez, ils interviennent sur beaucoup d'aspects. Donc on l'a listé dans la délibération, la qualité de l'habitat, l'amélioration de l'habitat, l'accession à la propriété. Il y a des dispositifs d'accession, c'est assez mal connu. Eux, ils sont capables de vous renseigner. La fiscalité, notamment de Normandie, le maire le dit régulièrement, de Normandie, c'est très important pour nous à Castelnaudary sur l'ancien. Il y a des opérations qui se sont sorties grâce de Normandie. Eux, ils connaissent bien ces sujets, et donc si vous êtes intéressés, ils pourront vous aider. Donc la prévention des expulsions, les travaux de rénovation et en matière d'urbanisme. Donc on va avoir une permanence une fois par mois de cette agence très compétente pour une somme qui reste assez raisonnable au regard du service qu'ils vont rendre aux choriens. Voilà, monsieur le maire. Voilà, de l'adhésion de 150 € et 5 000 € donc, sur notre convention, que je vous demande d'approuver. Est-ce qu'il y a des questions d'abord? Pas d'opposition, d'abstention, donc c'est approuvé à l'unanimité. Philippe Guiraud va nous parler donc de la pépinière commerciale donc, et un appel à candidature.
Merci Monsieur le maire. Donc vous le savez, en 2022, nous avons créé la pépinière de commerce en centre-ville, en dessous de la halle de Verdun, de manière à pouvoir lancer de futurs entrepreneurs. Cette pépinière, en effet, permet à des créateurs d'entreprises avec ou sans expérience de tester pendant plusieurs mois un projet entrepreneurial, commerce, service ou artisanat, en bénéficiant d'un tarif attractif et progressif pour l'allocation du local avant son installation à proximité. Il convient de lancer un appel à candidature pour permettre à une nouvelle entreprise de bénéficier de ces conditions d'installation avantageuses, venant en complément des aides déjà existantes sur le secteur. Je les rappelle, une aide au loyer, 10 € du mètre carré maximum, plafonnée à 250 € par mois pendant les 18 premiers mois d'activité, s'applique à compter du 3e trimestre, un abattement de taxes foncières bâties des magasins et boutiques, 10% sur la base d'imposition du TFPB et pour les surfaces principales inférieures à 400 mètres carrés. Et enfin, une aide aux devantures de 60% du coût des travaux plafonnés à 5 000 € avec une prime complémentaire et forfaitaire de 2 000 €. Donc ces différentes candidatures seront analysées par un comité d'agrément. Les dossiers éligibles feront ensuite l'objet d'une analyse en fonction des critères suivants, présentés par ordre de priorité. Bien sûr, la qualité du projet, 50%, l'attractivité de l'offre, les dimensions locales du projet en centre-ville, apport d'une nouvelle offre, éventuellement, concept proposé et les heures d'ouverture, viabilité économique du projet, avec un business plan, la qualification du candidat, capacité à porter, bien sûr, son projet, son implication et ses motivations. Voilà, monsieur le maire. Voilà, donc c'est une affaire donc, qui roule, mon cher Philippe, puisque ce n'est pas la première. Donc, est-ce qu'il y a des... Alors, il y a la pépinière, mais il y a aussi toutes les aides qu'on procure. Donc, voilà. Et ça nous permet, en fait, le choix était soit on achetait des fonds, nous-mêmes à la mairie, mais est-ce qu'elle a vocation à acheter des fonds, la mairie? Ou bien est-ce qu'on aidait donc des jeunes commerçants à s'installer? On a fait ce choix-là. Bon, mais pour l'instant, donc, c'est un choix qui marche pas mal et qui aussi est respectueux des deniers publics, quoi. Voilà. Il y a des oppositions, abstentions, donc c'est approuvé à l'unanimité. Question numéro 8. Alors, autre question très importante, donc c'est l'aide en fait à l'installation destinée aux médecins. Philippe Greffier qui nous présente ce point. Oui, merci. Vous vous rappelez que lors d'une récente séance du conseil municipal, nous avons voté un dispositif similaire à celui qu'on met en œuvre pour les commerçants en direction donc des médecins. Et nous avons le plaisir de vous proposer ce soir d'accorder cette aide à l'installation pour un pédiatre c'est à l'hôpital, pour donc un dermato qui vient de nous rejoindre, donc qui est aujourd'hui installé à la maison de santé pluridisciplinaire de l'ancien lycée André Roussy. Et donc cette aide donc, est dégressive, vous le savez, et donc elle va un dispositif qui part d'une aide qui est de 9 € le mètre carré plafonné à 360 € sur les 6 premiers mois, et puis qui va dégressive pour aller au bout de 6 mois à 160 €, et puis régresser à 80 €. Ça permet d'aider à l'installation, et cette aide-là viendra accompagner l'installation depuis quelques semaines déjà du docteur Benzebouchi qui s'est installé donc comme dermatologue à Castelnaudary dans les locaux municipaux. Cette offre-là vient compléter une offre qui s'enrichit puisque nous sommes en train de discuter avec un cardiologue qui va nous rejoindre dès le mois de novembre prochain à Castelnaudary pour s'installer d'abord en louant un local, puis en construisant son propre local à lui. Et nous sommes en contact aussi avec des généralistes qui sont en cours d'installation aussi sur le territoire et qui nous amènent demain à travailler sur donc développement de notre maison de santé pluridisciplinaire, une offre de soins donc, qui s'élargit sur le territoire et qui est en cohérence avec ce qui est fait à l'hôpital, puisque, monsieur le maire, c'est donc cette semaine que nous allons inaugurer le nouveau scanner, et dans quelques semaines que vont se lancer les travaux qui vont permettre d'accueillir un IRM à l'hôpital de Castelnaudary dans quelques mois. Donc aujourd'hui, on vous propose de voter cette aide pour accompagner l'installation d'un dermato à Castelnaudary. Voilà, donc très bien. On couple ça aussi avec les consultations avancées au niveau donc, du centre hospitalier, où nous viennent de très nombreux spécialistes. Et d'ailleurs, c'est donc cette présence d'éminents spécialistes à l'hôpital
donc qui a permis en fait l'installation de ce scanner, qui est un scanner dernière génération, mais aussi avec un logiciel donc cardio. Et voilà donc derrière qui va quand même pouvoir renforcer la qualité de l'offre des soins. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce point de l'aide à l'installation? Pas de questions, pas d'opposition, d'abstention, donc c'est approuvé à l'unanimité, je vous en remercie. Rabière, donc, sur les économies d'énergie, Rabière. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit de la mise en place d'une aide en faveur des propriétaires privés de logements ayant obtenu une aide publique pour des travaux d'économie d'énergie réalisés du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. Le tableau des demandes de paiement annexées montre 2 dossiers valables. L'un concernant une isolation des combles, le changement des menuiseries et une PNC d'un montant de 9 256,87 €, et l'autre d'une pompe à chaleur avec son thermostat d'un montant de 3 338,02 €. Monsieur le maire propose d'attribuer des subventions aux propriétaires concernés pour un montant total de 12 594,89 €. Notons que depuis le début, les subventions payées sur 2025 s'élèvent à 22 509,25 €. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver les dossiers de demande de paiement figurant sur le tableau annexé à la présente et d'autoriser monsieur le maire à verser les subventions correspondantes. Rappelons que ces dépenses seront imputées sur le budget 2025. Voilà, donc en fait, c'est notre rapport à la transition énergétique et aux économies d'énergie. Voilà, donc, puisque les personnes qui ont en fait une aide de l'État peuvent bénéficier, n'importe où en ville, donc, d'une aide, d'une subvention, donc, aux travaux d'économie d'énergie versés par la commune. C'est un dispositif qui marche très bien, hein, puisque là, on en est depuis le début de l'année à 12 000 €, comme le disait Rabia. Voilà, est-ce qu'il y a... Comment ? C'est pas 12 000 depuis le début? Ah oui, 22 000 depuis le début de l'année, Rabia. Merci de la précision. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Les 12 000 €, effectivement, c'est la délibération de ce soir. Question numéro 10, c'est Philippe Guiraud qui nous présente donc, comme traditionnellement, Philippe, les subventions au titre des réhabilitations de façade, mais là c'est sur un périmètre déterminé. Voilà, tout à fait, monsieur le maire, c'est une tradition dans nos différents conseils municipaux de voir passer cette délibération chère à notre ami François de Mangeot, concernant donc l'aide aux façades. Donc là, nous avons un dossier qui nous est présenté. Donc ce dossier concerne madame Suzanne Catenat. L'adresse du projet est 14 rue André Ampère. Le coût total des travaux de cette réhabilitation de façade se monte à 12 700 €, avec, donc elle est subventionnée à hauteur de 25%, avec une subvention de façade de montant de 3 196 €. Donc la commune aura à régler à cette dame le montant de 2 500 € de subvention. Voilà, monsieur le maire. Voilà, merci Philippe pour cette concision. En fait, quand on fait le total de tout ça, il y a les façades, il y a l'aide donc aux travaux sur les économies d'énergie, il y a le pluvial. En fait, ça fait pas mal. Il y a un dispositif d'aide qui est assez conséquent, hein. On en voit les résultats sur le centre-ville aussi. Et tout ça, en fait, c'est les travaux qui viennent donc sur les artisans plutôt locaux. Donc, c'est intéressant pour l'artisanat local. Et ça serait, excusez-moi, monsieur le maire, ça serait même intéressant de faire la quote-part des différents entrepreneurs qui participent justement à toutes ces réhabilitations de façades, d'énergie, etc. Parce que, vivant à Castel, et notamment dans le centre-ville, on peut s'apercevoir aisément que toutes les entreprises qui montent les façades, qui montent les échafaudages ou autres, ce ne sont que des entreprises locales. Oui, du territoire. Oui, du territoire. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions sur cette subvention sur la réhabilitation des façades? Non, pas d'opposition, d'abstention, donc c'est approuvé à l'unanimité. François, question numéro 11. Donc, c'est l'opération Cœur de Ville. Oui, tout à fait, monsieur le maire. Donc, en fait, c'est un peu technique, puisqu'il s'agit effectivement d'actualiser la convention cadre Petite Ville de Mémé, valant opération de revitalisation territoriale. Donc en fait, il y a 2 dispositifs. Hein, donc initialement, je vous rappelle qu'il y a eu le programme porté par la région Occitanie-Bourg-Centre. Donc on remercie notamment Hélène Giral qui a travaillé pour faire en sorte que la ville de Castelnaudary a été la première labellisée dans le cadre du dispositif Bourg-Centre. D'accord. Donc
Et l'État a mis en place un outil complémentaire, Petite Ville de demain, en élargissant le périmètre communal au périmètre intercommunal avec l'opération de revitalisation territoriale, donc ce qu'on appelle PVD valant ORT. Et donc cette délibération consiste en deux choses. D'une part, à intégrer dans le programme PVD toutes les actions qui relèvent de Bourg-Centre, donc qui ont été initiées dans le Bourg-Centre. Donc vous le voyez, il y a beaucoup de fiches actions qui concernent nos projets stratégiques, notamment le système de chauffage de la piscine, la rénovation énergétique des écoles, Donadéry, tous les projets qu'on connaît, sans parler du site André aussi, donc qui ont été initiés sur Bourg-Centre et qui appartiennent aux 5 axes donc stratégique de PVD. Alors il faut le rappeler, parce qu'on en a quand même pas mal parlé dans ce conseil municipal, les 5 axes stratégiques portés par PVD en lien avec Bourg-Centre, c'est le soutien à l'habitat, le renouvellement de l'offre de logement en centre-ville, la valorisation du bâti et du patrimoine, le développement économique et commercial en centre-ville, puisque ce dispositif, vous l'avez compris, il se focalise sur le sujet centre-ville, la requalification des espaces publics et le redéploiement de l'ensemble des mobilités et des connexions. Voilà, donc toutes les fiches actions qui sont dans cette délibération correspondent à des actions initiées dans le Bourg-Centre qui apparaissent en tant que telles dans le PVD. Et il faut ajouter aussi, vous le savez, l'axe 6, qui est donc l'axe notamment autour de la sécurité et de la sûreté, donc notamment qui a été repris par Philippe Greffier après le travail initié notamment par Pierre Barbeau dans le cadre de sa délégation, et qui est donc l'axe 6 stratégique supplémentaire qui est officiellement donc apparaît dans PVD. Ça a été mis en place en 2023, mais il fallait l'acter de manière définitive. Voilà, donc je ne suis pas plus long. Voilà, donc merci François. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, des observations? Non? Donc je mets au voix. Qui vote contre, s'abstient. Donc c'est approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Vous savez que tous les ans, donc, on doit faire le bilan des acquisitions et des cessions au niveau de la commune. Donc c'est Bruno Perle qui en fait nous dresse la liste des cessions et acquisitions de la commune. Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Donc Monsieur le maire disait qu'effectivement chaque année on délibère sur les différentes acquisitions et cessions immobilières. Et en 2024, on a eu 2 acquisitions pour un montant total de 447 490 € et quelques centimes, ainsi qu'une cession pour un montant de 458 124 000 €. Vous avez le détail du coup en annexe de cette délibération. Du coup, vu l'avis favorable de la commission communale d'aménagement du territoire communal, habitat, travaux, enseignement et supérieur, Monsieur le maire propose donc au conseil municipal de prendre acte du bilan des acquisitions et des cessions immobilières de l'année 2024 et de préciser que ce bilan sera annexé au compte administratif de la commune. Voilà, donc merci Bruno. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Des observations? Non? Je mets au voix. Qui vote contre? S'abstient. Donc c'est approuvé à l'unanimité. Et on passe à la question numéro 13 avec de nouveau Philippe Guiraud pour l'implantation commerciale. Et voilà, là c'est l'aide donc. Voilà, tout à fait, monsieur le maire. Ouais, tout à fait, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc c'était une aide pas particulière, mais c'est des aides que l'on alloue à de futurs commerçants qui souhaitent s'implanter sur un périmètre défini. Et là, nous avons donc monsieur Martinez Carlos qui reprend, alors pour ceux qui connaissent un peu le centre-ville, c'est l'ancienne boutique Rebecca qui, de mémoire, mais les dames s'en rappelleront peut-être mieux que moi, était un salon d'esthétique. Donc ce monsieur reprend ce local. Donc bien sûr, il va bénéficier de l'aide au loyer et il va donc créer un salon de coiffure plus un salon d'esthétique. Donc à ce jour, alors je vois que dans la synthèse que les services m'ont fait, effectivement, à ce jour, ce sont 22 commerces qui ont bénéficié de cette aide depuis le début de l'opération, soit quand même un montant global de plus de 55 000 €, d'accord? Et donc je demande à monsieur le maire de bien vouloir soumettre cette candidature à l'aide des commerces au vote de notre conseil municipal. Merci. Merci Philippe. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc c'est approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Et alors, nous voici sur l'achat de récupérateurs et les subventions sur ces récupérateurs. Donc, nous présente Ravière. Merci, monsieur le maire. Donc, après les travaux d'économie d'énergie, on va parler de récupérateurs d'eau de pluie. Nous avons, monsieur le maire informe l'Assemblée du dépôt de dossier de demande de paiement pour 2 dossiers.
L'un est un récupérateur d'eau de pluie d'un montant de 129 euros et donc une aide d'un montant est accordée une aide d'un montant de 65,5 euros pour ce dossier et l'autre dossier de 188,99 euros. Une aide est accordée de 75,60 euros. Notons que le montant de ces subventions payées sur 2024 et 2025 s'élève à 2642,78 euros. Donc, Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver et d'autoriser ces aides et précise que ces dépenses seront imputées sur le budget 2025. Merci, Javier. Question numéro 15. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, c'est approuvé à l'unanimité. Question 15. Il s'agit de modifier donc, les statuts de la communauté de communes de Castelnaudary avec l'arrivée de la médiathèque de la Bastide d'Anjou, mon cher Denis. Oui, c'est bien de ça dont il s'agit. Délibération liée à la modification des statuts de la communauté de communes qui a été votée lors du dernier conseil communautaire le 26 mars pour y intégrer la nouvelle médiathèque de la Bastide d'Anjou. La communauté de communes ayant la compétence sur la création et l'entretien des médiathèques, il est donc nécessaire de faire figurer cette médiathèque dans la liste des établissements et des médiathèques qui sont à la charge de la communauté de communes. Par ailleurs, là, à chaque fois qu'il y a une modification des statuts de la communauté de communes, chacune des communes doit se prononcer et valider cette modification des statuts. C'est ce qu'il s'agit de faire à travers cette délibération dans laquelle donc, on doit autoriser Monsieur le maire à valider la modification des statuts de la communauté de communes. Voilà. Merci, Denis. Je salue le vice-président de la communauté de communes. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Donc, c'est approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Voilà, donc, question numéro 16. C'est Hélène donc, qui nous le présente. Il s'agit d'un appel à projet, donc, Galles, Pays Lauragais, sur le festival de cultures urbaines que nous allons mettre en place. Bien, merci, Monsieur le maire. Dans le cadre du nouveau programme LEADER, c'est-à-dire de fonds européens 2023-2027, le GAL des terroirs du Lauragais a lancé un appel à projet destiné à développer des événements culturels avec pour objectif de favoriser l'accès des publics ou des territoires éloignés de l'offre culturelle. Donc la ville de Castelnaudary a sollicité le GAL du Pays Lauragais pour un projet, ce sera la première édition, d'un projet de festival de culture urbaine qui se déroulera très prochainement du 18 au 24 mai 2025. Et ce projet a été monté, travaillé en partenariat avec la communauté de communes et l'association Déclic. Alors, l'association Déclic est très importante dans ce partenariat puisqu'elle organise depuis 2022, ce sera la 4e édition cette année, un battle international de breakdance. Donc on s'appuie sur cet événement qui est un grand succès pour développer un festival culturel et festif plus important, ou en tout cas avec un programme pluridisciplinaire de spectacles, d'ateliers, d'expositions. Donc il y aura bien sûr du breakdance, mais également du rap dans le quartier des Fontanilles, gratuit. Des ateliers, alors à chaque fois, que ce soit en breakdance, rap, graphe, il y a une médiation culturelle et des ateliers pour les jeunes qui seront organisés. Pour le graphe en particulier, il y aura la réalisation avec les jeunes d'un graffiti, d'un magnifique graffiti qui sera à côté du stade annexe. J'ai retenu le nom. On ne sera pas à côté de la piste d'athlétisme, mais du stade annexe qui complétera donc les travaux qui seront réalisés prochainement. Vous dire que le comité de programmation a émis le 25 mars dernier un avis de sélection favorable à ce projet. Donc il convient aujourd'hui de formaliser officiellement cette demande auprès du conseil régional
qui est la collectivité chargée d'instruire les demandes de subventions FEDER. La dépense prévisionnelle générée par ce festival s'élève à 26 534,96 € exactement. Et nous demandons donc une participation du leader d'un montant de 15 000 €. Voilà, monsieur le maire, monsieur le président du GAL. Donc en fait, écoutez, Je n'ose pas encore te remercier. On ne va pas anticiper. Voilà. On en est au dépôt de dossier. Simplement dire que c'est un excellent dossier qui va répondre aux besoins et en tout cas autour culturel et autour des cultures urbaines. Donc je pense que le président du GAL, qui est à ma droite, donc sera sensible donc à la demande de la adjointe à la culture qui est à ma gauche. Voilà, donc si je m'efface un peu, tout devrait se régler très rapidement. Voilà, donc 15 000 € de demande de subvention au GAL. Je sais que, donc Philippe, c'est un dossier qui te tient à cœur et qui est en bonne voie. Mais enfin, il faudra quand même l'instruire, le soumettre aux collègues, etc. etc. Voilà. S'il y a des oppositions, des abstentions, dans ce festival de culture urbaine, il est en bonne voie, ma chère Hélène. Et enfin, dernier point donc, que j'ai donc ajouté tout à l'heure, pour faciliter donc, la procédure administrative au niveau de l'installation de stockage de munitions, puisqu'il faut qu'on émette, nous, un avis favorable sur la demande d'enregistrement, pas sur la demande au fond, sur la demande d'enregistrement. Et après, donc, va s'ouvrir une enquête donc, d'ICPE, c'est-à-dire une enquête des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, c'est une installation au sein du 4e régiment étranger. Voilà, donc, il faut me donner un avis favorable, si vous le souhaitez, sur la demande d'enregistrement du 4e régiment étranger concernant cette installation. Il y a des oppositions, des abstentions, donc c'est après l'unanimité, et le préfet va pouvoir, en fait, déclencher l'opération administrative de la consultation. Merci à vous, excellente soirée, et au plaisir de vous retrouver.